avec la Chambre d'agriculture et qui est soutenu par l'ADEME, la région et les territoires d'énergie, les syndicats d'énergie, et qui est un programme d'animation pour le développement de la méthanisation. C'est un programme qu'on mène depuis 2018 et qui a été reconduit pour 3 ans là, sur la période 2021-2023. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, essayer d'avoir des échanges interactifs. Alors, évidemment, en visio, ça réduit un peu les possibilités, mais en tout cas, d'aborder des questionnements qui sont récurrents sur cette filière de méthanisation qui peut, au travers des articles de presse et des retours de terrain, il y a quand même régulièrement des questionnements qui nécessitent d'avoir une réponse. Donc, on va essayer d'apporter une partie de ces réponses aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas traiter toutes les questions, mais en fonction, on pourra par la suite aussi prévoir des webinaires complémentaires, et puis ça peut alimenter aussi le travail qui est conduit dans le cadre du programme méthanisation, où il y a un enjeu sur la nouvelle programmation à venir, c'est de traiter notamment l'acceptabilité autour des projets. J'en profite aussi pour vous dire que dans le cadre de ce programme méthanisation, le 30 mars, il y a les deuxièmes rencontres régionales de la méthanisation qui auront lieu qui se dérouleront en dématérialisé, mais du coup, qui se dérouleront le mardi 30 mars matin. Et dans la semaine, il y aura aussi des ateliers thématiques qui sont prévus. Il y en a sur le bio-GND, sur les biodéchets. Donc voilà, il y aura plusieurs petits ateliers. Donc n'hésitez pas à aller soit sur notre site, sur le site de la Chambre pour vous inscrire à ces journées, ce sera l'occasion d'échanger. Avant de commencer, un petit rappel des règles pour que la séance se déroule bien. Je vous demanderai à tous de couper vos micros. Pour les questions, nous, dans le déroulé, on a prévu d'abord un petit rappel rapidement de ce que c'est la méta et le niveau de développement qu'on observe aujourd'hui en Normandie. Donc ça, c'est une petite introduction. Et ensuite, on a prévu des thématiques de questionnement. Et à ce moment-là, vous pourrez du coup lister vos questions dans le chat pour qu'on puisse orienter du coup les réponses par rapport au questionnement. Donc voilà, donc je vous remercie pour ceux qui n'ont pas coupé leur micro de pouvoir le faire. Donc je pense que c'est surtout les personnes qui sont au téléphone. Voilà. Et donc pour ce webinaire, on est deux à présenter, à faire la présentation. Donc il y a Benjamin Thomas qui va faire la première partie, et puis moi. Voilà. Donc je laisse la parole à Benjamin. Et je vais mettre le partage d'écran pour que vous puissiez suivre plus facilement. Du coup, est-ce que c'est bon? Donc, bonjour à tous, Benjamin Thomas, je ne suis pas encore présenté. Donc je vais vous faire une présentation sur la première partie, sur les généralités de la méthanisation. Bon, désolé, vraiment. Bon, excusez-nous. Alors, on va faire une présentation qui est assez, pour le coup, large en termes de niveau d'information. Parce qu'on ne sait pas tous quel niveau de connaissance vous avez de la méthanisation. Donc, on va partir de thématiques assez basiques vers les plus poussées. Donc là, la première diapositive, c'est la présentation du principe de méthanisation. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la méthanisation, c'est un traitement biologique qui permet de dégrader la matière organique, qu'elle soit sous forme solide, liquide et de nature et d'origine diverses.
Cette dégradation est assurée par une activité bactérienne en conditions anaérobies, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Donc ça, c'est important pour différents éléments qu'on verra par la suite. Et ce sont des bactéries qui sont naturellement présentes dans le milieu naturel et donc voilà, on est vraiment sur un processus, on utilise un processus qui est naturel. La dégradation de cette matière organique, elle va nous permettre d'obtenir deux choses. D'une part, un biogaz, qui va être une composition de multiples gaz, mais particulièrement riche en méthane, ce qui nous intéresse, puisque c'est un gaz combustible. Donc ça va nous permettre d'avoir une production d'énergie renouvelable, à la différence des énergies fossiles, qui vont se baser sur des combustibles fossilifères, donc on va déstocker le carbone. Et ensuite, vous allez obtenir donc le résidu de digestion solide, qu'on appelle le digestat, et qui va avoir des propriétés qui en font un engrais organique. Donc là, pareil, à dissocier des amendements et engrais minéraux qui sont produits de manière chimique. Ensuite, ce biogaz, une fois qu'on l'a obtenu, on va pouvoir donc le valoriser sous forme énergétique. Il existe trois filières majoritaires. La première filière, la plus historique, c'est celle de la combustion. Donc, on va prendre notre biogaz, on va le pré-traiter, on va dire grossièrement, pour pouvoir l'utiliser dans une chaudière. On va le brûler et on va produire de l'énergie sous forme calorifique d'eau chaude. Donc cette combustion, c'est ce qu'on retrouve essentiellement au niveau des stations d'épuration, au niveau des installations de stockage des déchets non dangereux. La deuxième forme de valorisation, c'est la cogénération, qui est la forme de valorisation majoritaire actuellement. La cogénération, donc à l'image de la combustion, donc, on va pré-traiter un peu notre biogaz. On va envoyer ça dans une cogénératrice, donc qui permet de produire de manière concomitante à la fois de l'électricité, qui sera valorisée au travers d'un tarif d'achat, donc injecté dans le réseau, et en parallèle donc de la chaleur qui elle aussi pourra être valorisée, donc une partie en interne pour les besoins de la méthanisation, puisque la méthanisation nécessite que la digestion se fasse dans une certaine plage de température, donc on a besoin de chauffer notre digesteur. Mais c'est une partie assez minime de la chaleur produite, donc le reste, il faudra trouver des exutoires. Et enfin, la troisième filière de valorisation, c'est l'injection. Donc on va récupérer notre biogaz, on va l'épurer, donc on va l'enrichir en CH4, et ce CH4 ensuite, ce qu'on appelle le biométhane, on va l'injecter dans le réseau, et ensuite, il pourra avoir des utilités très variées, et notamment une autre utilité qui est en voie de développement, c'est l'utilisation à travers de carburants, ce qu'on appelle le GNV, le gaz naturel véhicule. Donc, cette injection dans le réseau, c'est vraiment la forme de valorisation qui est privilégiée actuellement, notamment du fait de son rendement énergétique. C'est là qu'on obtient les rendements énergétiques les plus importants. On reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. Juste pour un ordre de grandeur, pour à peu près 15 000 tonnes de déchets qui seront méthanisés en entrée, en injection, ça permet de répondre à peu près aux besoins de 500 foyers. Alors ici, vous avez un tableau qui synthétise un petit peu le paysage de la méthanisation au regard des différentes catégories, des différentes typologies de projets que l'on va retrouver, en fonction des porteurs de projets que l'on va retrouver aussi, des valorisations qu'on aura derrière et de la typologie de substrat qu'on va utiliser en entrée. Alors, sur la partie gauche, vous avez les différentes typologies de projets qui vont de la plus petite, donc ce qu'on appelle la micro-méthanisation, vers la plus importante en termes d'envergure, mais aussi d'incidence territoriale, c'est-à-dire d'approche territoriale.
Et donc, pour les lister les unes après les autres, donc on parle de la microméthanisation. Donc, en général, on est sur un approvisionnement purement effluent d'élevage, hein, comme vous le voyez. C'est porté bien souvent par un seul agriculteur, une seule exploitation à la ferme, et la valorisation prédominante, actuellement, c'est la cogénération. Donc là, on a pour but vraiment de traiter les effluents d'élevage. Le deuxième mode, la deuxième typologie, donc c'est unité à la ferme. Donc là, on va être dans le cadre d'une association de plusieurs exploitants agricoles, donc qui vont utiliser plusieurs typologies de substrats, hein, des effluents, des résidus de culture, des cibles, culture énergétique, possiblement aussi des biodéchets issus des collectivités. Et les modes de valorisation, ça sera à la fois soit de la cogénération, soit de l'injection. On regarde les ambitions du projet. On va retrouver ensuite deux typologies qui sont un peu identiques, qui sont les unités associées à des industriels ou associées à des stations d'épuration. Ce qui va changer, en fait, c'est essentiellement le porteur du maître d'ouvrage, hein, puisque dans un cas, ça sera un industriel, dans l'autre, ça sera une collectivité. L'objectif a, en général, pour but de traiter, de digérer les bouts de steppe ou d'abattre les effluents qui sont chargés en matière organique. Et donc, dans ces cas-là, la valorisation initiale était soit la combustion, soit la cogénération, et puis on commence à tendre vers une évolution de ce mode de valorisation. L'autre typologie qui va intervenir derrière, donc, ce sont les collectifs agricoles. Donc là, on va avoir en fait une association de plusieurs exploitations agricoles. Hein, ça peut monter jusqu'à 30-35 exploitations. Donc là, on va avoir un approvisionnement qui est majoritairement d'origine agricole, mais qui peut s'ouvrir aussi aux déchets pour de collectivités d'industrie agroalimentaire, avec des valorisations qui peuvent être la cogénération ou l'injection. Vous avez aussi après le TMB, donc le tri mécanobiologique. Donc là, ce sont des installations un peu particulières sur lesquelles je ne vais pas trop m'arrêter, mais qui ont pour but en fait de valoriser la fraction fermentescible des ordures ménagères. Donc on va collecter par tri mécanobiologique et ça ensuite on va les méthaniser. Donc ce sont vraiment les collectivités compétentes, hein, qui vont exploiter ce genre d'outils en général, soit en régie, soit en DSP, oui, tout à fait. Et puis, donc la dernière typologie, donc, ce sont les unités de type territorial, où là, vraiment, on va avoir une ouverture du gisement qui va être majoritairement issue de collectivités ou d'industriels, complétée aussi par des substrats d'origine agricole. Et c'est notamment dans ces typologies-là qu'on va se retrouver avec des développeurs d'unités de méthanisation qui en fait, n'ont pas la maîtrise du gisement, qui vont développer le projet, porter le concept et créer des partenariats pour l'approvisionnement en substrat, mais aussi pour la valorisation du digesteur derrière, du digesteur, pardon. Donc voilà pour ce paysage grossier des formes de méthanisation. Si on regarde le développement de la méthanisation en France, alors en 2020, on est à peu près au 1er janvier 2021, on a 980 installations en France. Donc vous avez la déclinaison par typologie au-dessus, là. Donc vous voyez que la forme majoritaire reste vraiment la forme, les unités à la ferme centralisée avec 770 unités. Ensuite, on retrouve 83 unités en station d'épuration, 112 en industrie, et puis 15 qui sont liées au traitement de déchets ménagers. Associé à cela, il faut aussi prendre en compte 164 installations de stockage de déchets dangereux qui vont produire du biogaz. Hein. Il y en a 153 qui valorisent en cogé et 11 en biométhane. Et puis, si on regarde les formes de valorisation, donc on est en cogénération, où la production d'électricité au nom du biogaz, on a à peu près 1,2 TWh sur 2020.
en chaleur 900 gigawattheures, et puis le biométhane, donc, qui est en fort développement, on a 2 TWh de biométhane injectés dans le réseau en 2020. Si on fait le focus sur la Normandie, donc là, vous avez un histogramme sur l'évolution du parc de sites de production de gaz en fonctionnement en Normandie. Donc, on intègre les ISDND dans ces différentes typologies. Donc, vous voyez qu'à partir de 2017, on a quand même une accentuation du nombre d'unités qui vont rentrer en fonctionnement chaque année. Hein, le rythme a évolué. On reste sur une dominante quand même unité à la ferme, hein, puisqu'en 2020, on en a 65. Viennent ensuite en nombre les micro-méthanisations qui se développent fortement. Les collectifs, les centralisés, au nombre de 6. Les collectifs agricoles 3. 8 unités industrielles, 3 stations d'épuration, 2 unités associées à des tri mécano-biologiques et puis 17 centres d'enfouissement. En plus de cela, donc, il faut considérer qu'on a 16 unités qui sont en construction au jour d'aujourd'hui. Et donc, si vous êtes intéressé sur la localisation de ces sites, on a des cartographies qui sont disponibles notamment sur le site de Biomasse Normandie concernant les sites en fonctionnement. Alors ici, vous avez la cartographie en dur de l'implantation de ces sites par typologie au regard de la forme du synoptique et par mode de valorisation au regard de la couleur de ce synoptique. Donc vous voyez qu'on a quand même une dominante en cogénération, donc la couleur orange, qui représente la forme majoritaire. Vient ensuite l'injection et puis la combustion. Si on regarde la répartition sur le territoire de ces unités, on peut voir qu'il y a quand même une plus forte implantation des unités sur la Manche, notamment la partie ouest de l'Orne, sud-ouest du Calvados. Et puis voilà, c'est vraiment essentiellement affilié à des zones d'élevage. Et puis après, on a la Seine-Maritime et l'Eure qui sont pour l'instant un peu moins dépourvus, mais sur lesquels on a quand même des projets qui sont en cours. Je vous ai mis sous forme de camembert aussi la répartition des unités par mode de valorisation et par département. On voit que la Manche, on est essentiellement en cogénération, et ça, c'est notamment dû aussi à la présence de pas mal d'unités en micro-méthanisation. Donc voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez dans le chat, on essaiera d'y répondre. Donc on a fait l'état des lieux. Cette filière, elle aussi, on le voit depuis 2018, on a un nombre d'installations mis en service chaque année qui augmente, qui est relativement important. On a une vingtaine d'installations mises en service par an depuis 2018, alors qu'avant on était plutôt sur un rythme de moins de 10 unités par an. Sur 2021, a priori, on va poursuivre ce rythme-là. Donc il y a une dynamique aussi en termes de feuille de route à l'horizon 2030 qui offre comme perspective un développement qui reste sur cette même dynamique. Parce que la méthanisation, c'est une solution de la transition énergétique et sur les territoires, notamment en lien avec la valorisation du biogaz qui peut se substituer à des énergies fossiles. Donc elle a sa place dans le mix énergétique renouvelable. C'est l'intérêt aussi de ce biogaz, c'est qu'on l'a vu, on peut l'utiliser sous différentes formes, soit après cogénération d'électricité, soit directement en substitution au gaz naturel, ou soit maintenant il y a cette voie de développement en carburant. Donc c'est une filière qui peut participer à l'indépendance énergétique de la France. Donc en termes d'objectifs, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, elle fixe notamment comme objectif à l'horizon 2030 que le biogaz participe à hauteur de 7 à 10% de la consommation de gaz à l'horizon 2030. On va dire que la part qu'occupera le gaz renouvelable dans la consommation de gaz naturel, elle est conditionnée par
une baisse des coûts. C'est-à-dire que aujourd'hui, la filière, elle fonctionne notamment par un tarif de rachat qui du coup, est une aide au fonctionnement. Et si on arrive à réduire les coûts de fonctionnement, enfin, en tout cas d'investissement, eh bien, on pourra, en tout cas, l'objectif de la part du gaz renouvelable sera d'autant plus importante. L'idée, c'est de raisonner avec un budget fixe, budget des aides d'État. Donc, si on regarde en Normandie, aujourd'hui, concrètement, on en est où par rapport à l'atteinte de ces objectifs? Donc, je suis désolée, les animations, du coup, elles ne fonctionnent pas. Mais sur la part de gaz renouvelable dans la consommation du gaz, aujourd'hui, on est à 16%. De l'objectif 2030 et en termes de consommation d'électricité, on est à 32% de l'objectif 2030. Et si on veut atteindre notre objectif à l'horizon 2030, il faudra, on a fait des estimations, il faudra à peu près 280 unités en cogénération et 85 installations en injection, si on veut atteindre ces objectifs-là. Et du coup, sur les graphiques, sur l'histogramme, on voit la dynamique de développement qu'il faut se donner. Donc ça, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, c'est peut-être pas. Enfin, j'ai peut-être un peu mélangé, mais il me semble que l'État va supprimer les chaudières au gaz dans les maisons, enfin pour les particuliers. Ouais. Et je trouve ça pour la RE 2020, mais ce sont pour les nouvelles constructions. Il y aura toujours le parc d'installation des habitations existantes qui seront en fonctionnement. L'interdiction, elle porte sur les nouvelles constructions qui seront soumises à la RE 2020. Je comprends la logique par rapport au gaz naturel russe, mais par rapport au biogaz, je comprends pas trop, surtout que GRT Gaz avait la volonté de développer, de passer au biogaz, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu là, cette interdiction. Oui, je ne sais pas s'il y a des gestionnaires de réseau parmi nous. Il y en avait des personnes inscrites, mais effectivement, mais après, pour autant. Moi, je veux bien faire donner quelques éléments de réponse. Ça, c'est Vincent Cornillon de GRDF. Effectivement, le gaz sera beaucoup plus contraint dans la maison individuelle neuve avec la RE 2020. Néanmoins, le flux en termes de consommation sur la maison neuve est assez faible, hein, comme les maisons consomment maintenant très peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau des consommations, la moitié des consommations en France sont tirées par l'industrie. Donc, il y aura toujours un socle de consommation relativement important. Oui, merci. Merci Vincent pour ces compléments. Je ne peux plus définir. Alors, juste pour vous donner quelques indications sur la part de la production de biogaz par rapport à la production d'énergie renouvelable en Normandie. Aujourd'hui, le biogaz, occupe 4,5% de la production d'énergie renouvelable. Donc ça, ce sont des données 2019 issues de l'Observatoire des énergies renouvelables, l'ORECAM. La première énergie renouvelable restant le bois. Donc, maintenant, on va passer à ce qu'on a appelé le méta-quiz, mais l'idée, c'est d'avoir des échanges sur un certain nombre de questions. Alors, on en a listé, on en a identifié une partie, notamment que vous voyez sur la slide, qui sont relatives aux intrants. Donc, ce qu'on entend par là, les questions récurrentes, c'est au-delà du fait de savoir ce qu'on met dans un méthaniseur, c'est comment est-ce qu'on peut suivre l'approvisionnement, c'est la part des cultures énergétiques, le questionnement autour des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ça, c'est toute une série de questions qui sont importantes et la phase intrant, elle est, en tout cas, approvisionnement, c'est un élément clé de la pérennité de la méthanisation, parce que on le voit, il y a de plus en plus de projets. L'enjeu, c'est quand même que ces projets ils sont construits pour une
pour durer une certaine, pour avoir une durée de vie au minimum de 20 ans. Comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre et qu'il n'y ait pas de concurrence entre les intrants. Donc ça c'est une première série de questions. Il y a aussi quels sont les équipements qu'on retrouve sur une installation de méthanisation. Donc ça c'est peut-être plus pour les personnes qui n'ont peut-être jamais vraiment vu d'installation ou visité. Il y a la question aussi du biogaz. De quoi est-il composé? Comment on le valorise? Quels sont les risques d'utilisation? Et quand on parle de bio-GNB, parce qu'on entend biométhane, bio-GNB, biogaz, on ne sait pas toujours à quoi correspondent toutes ces définitions. Il y a la partie aussi digesta. C'est quoi le digesta? Comment on l'utilise? C'est quoi son impact sur les sols? Et puis après, il y a aussi tous les éléments qui sont en lien avec le risque de nuisance. Est-ce qu'il y a des risques d'émission odorante? Est-ce qu'il y a des risques d'explosion? Quel est l'impact sur le trafic? Une installation de méthanisation, qu'est-ce qu'elle génère en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est une filière qui génère des gaz à effet de serre ou au contraire, est-ce qu'elle permet de substituer des tonnes de CO2 et quelle est la part? Donc voilà une série de questionnements en tout cas qu'on a identifiés. Après, il y en a certainement d'autres. Donc moi, je vous propose que s'il y a des personnes qui souhaitent, qui ont des questions précises à poser, qu'on les pose maintenant pour qu'on puisse vous répondre au mieux aux questionnements, parce qu'on avait envoyé une demande de questions, on en a eu très peu. Donc, je suppose que parmi vous, certains ont des questions en lien avec ce qu'on vient de lister précédemment. Donc, je vais dire, c'est le moment de pouvoir les poser. Et si ça ne vient pas, on déroulera. Mais voilà. Marie, bonjour. Bonjour. Régis Chopin, Cran. Oui. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui suit ce webinaire. Il y a peut-être des gens de chez GRT Gaz ou d'autres opérateurs, mais ce que je vais dire va peut-être pas plaire à tout le monde. On se retrouve sur le territoire normand avec des projets portés par des industriels. Je pense à Engie, par exemple, qui porte plusieurs projets dans le département de l'Eure. Et les projets d'Engie, bien sûr, font appel à des agriculteurs candidats à apporter soit des effluents organiques, soit d'autres produits d'origine agricole, cives ou autres. Et on s'aperçoit que dans ces projets industriels, les agriculteurs sont là pour, l'approvisionnement en matière fermentescible, méthanisable, et reprendre le digesta dont la valorisation agricole est le meilleur procédé, le meilleur moyen. Et donc les agriculteurs qui sont sollicités pour approvisionner ces projets sont, à mon avis, seulement considérés au travers de leur contrat comme pourvoyeurs et donc insuffisamment rémunérés. À ce type de projet, les chambres d'agriculture préfèrent voir des projets portés par des agriculteurs. Bien sûr, organisés, structurés, avec un mode de gouvernance, évidemment. Mais voilà, je voulais savoir quelle était, vous, votre position biomasse Normandie par rapport à cette situation que l'on retrouve, à ces deux types de situations que l'on retrouve en Normandie. Alors, pour répondre à cette question, évidemment qu'on a vu là sur le panorama des projets que il y a la majorité des projets, ce sont des installations à la ferme.
Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez justement, ceux qui ont la matière et ceux qui détiennent les terres pour le retour au sol du digestat, ce sont les agriculteurs. Quand on regarde la part aussi des des intrants qui rentrent dans les méthaniseurs, le gisement majoritaire aujourd'hui qu'on retrouve le gisement majoritaire, c'est les gisements agricoles, puisque c'est plus de 90% du gisement régional, globalement. Voilà ce qu'on a regardé. Donc ça conforte finalement ce que vous indiquiez, que les intrants sont gérés par les agriculteurs. Maintenant, sur le format des projets, nous, notre position, c'est que cette filière méthanisation a sa place dans le mix énergétique parce que la transition, alors après, elle a ses faiblesses et ces évolutions à prendre en compte sur la maîtrise du risque, où là, il y a des progrès certainement à faire. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait une diversité de typologies de projets, parce que les projets agricoles n'ont pas forcément vocation à traiter tous les déchets qui sont méthanisables, tous les substrats méthanisables, parce que je sais que les terminologies, quand on parle de déchets, peuvent porter, en tout cas, notamment l'agriculture, dans le sens où les effluents sont pas un déchet, mais c'est un substrat organique. Et qu'on le voit sur ce graphique-là, on a effectivement 93%, on estime à 93% les intrants agricoles sur la part de gisements mobilisables en méthanisation, mais on a aussi des gisements d'origine industrielle et de collectivité. Pour traiter ces gisements de collectivité qui sont par exemple les déchets alimentaires, sur lesquels on va avoir une réglementation d'obligation de tri à la source, ou ces gisements industriels, ça suppose derrière que sur l'installation de méthanisation, il y a un certain nombre de conditions et d'équipements en place pour répondre à la réglementation, que ce soit la réglementation sanitaire. À partir du moment où on a des biodéchets, par exemple des déchets alimentaires, il faut hygiéniser. Il faut aussi des équipements qui sont des déconditionneurs, parce qu'à partir du moment où on va massifier les collectes de biodéchets, on va être susceptible de retrouver plus d'indésirables, type plastique. Est-ce que ça, il faut absolument les enlever avant que le digestat retourne au sol. Donc, ces projets centralisés et territoriaux, et ces projets portés par des développeurs, ils ont aussi leur place, parce que ce sont souvent des installations de taille plus importante, qui vont pouvoir mettre en place une forme d'économie d'échelle en termes d'investissement, et qu'ils peuvent se positionner pour pouvoir aussi répondre à ce besoin de traitement de cette catégorie de déchets. Donc ça, c'est le premier point par rapport à la position. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, ça me semble indispensable que pour que ces projets fonctionnent, qui ne voient pas l'agriculture comme un fournisseur et un repreneur uniquement du digestat, mais qui a un partenariat qui puisse se nouer. Et ça veut dire aussi, parce que je ne suis pas sûre que tous les agriculteurs aujourd'hui puissent investir dans des installations qui quand même restent très capitalistiques. Un investissement pour une installation en injection, on est sur 40 000 € le mètre cube. Ça fait pour une installation, par exemple, celle qui a été inaugurée la semaine dernière, qui serait 21 000 tonnes, c'est 5 millions d'euros d'investissement. Donc, et les banques, par ailleurs, demandent aussi de plus en plus de garanties parce que le tarif va baisser, parce que les aides publiques vont baisser et qu'on n'est pas encore à une réduction des coûts d'investissement. Donc, je pense aussi que c'est une alternative qui a sa place pour des projets qui sont portés uniquement par des agriculteurs, mais que le format, ou en tout cas la prise de participation, elle soit peut-être réfléchie directement en lien avec le monde agricole. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être puisqu'on est sur les intrants, est-ce qu'il y a des questions plus spécifiques, par exemple,
J'imagine que c'est une question récurrente. Est-ce que les cultures énergétiques est-ce qu'on peut mettre autant de cultures énergétiques que l'on souhaite dans un méthaniseur? Peut-être qu'on peut faire un petit point sur le lien entre approvisionnement par culture et la méthanisation. Du coup, je vais aborder ce point. Oui. Donc, il faut voir en méthanisation, il faut voir quand on parle de culture utilisable en méthanisation, il faut bien dissocier ce qu'on appelle les cultures énergétiques des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Les cultures énergétiques, ce sont des cultures principales qui vont être orientées vers une utilisation énergétique en méthanisation, donc pas forcément que, ça peut être les agrocarburants, par exemple. Là, on est sur des cultures principales donc, qui font l'objet de déclarations PAC. On a un suivi. Il faut voir que l'utilisation de ces cultures énergétiques, elle est encadrée par la réglementation, à savoir qu'elles ne peuvent représenter que 15% de l'approvisionnement d'une unité lissée sur 3 ans. De l'autre côté, on parle des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc là, ce sont vraiment des cultures, je qualifierais un petit peu d'opportunistes, ce ne sont pas des cultures principales. C'est tout simplement des cultures qu'on va venir intercaler entre les cultures principales et derrière qui seront utilisées en méthanisation. Donc là, ce sont des cultures qui ne font pas l'objet de déclarations PAC. On peut avoir des cycles qui seront soit d'été, soit d'hiver en fonction de leur période d'implantation de production. Et donc, on a des projets de méthanisation qui sont positionnés sur l'utilisation de ces cycles. On peut checker. Alors, oui. Du coup, par rapport à la question de l'adéquation entre la technologie et les intrants, c'est effectivement, quand on raisonne sur le plan d'approvisionnement, en tout cas le type d'intrant qu'on va mettre dans le méthaniseur, on va avoir une équation à résoudre, enfin en tout cas une équation, ça peut paraître un peu... mais en tout cas, il y a une adéquation à faire entre le potentiel méthanogène de la matière qu'on va traiter, l'accès à la ressource, est-ce qu'on est sur une ressource qu'on maîtrise ou pas, les contraintes effectivement de traitement de cette ressource. On a évoqué tout à l'heure les biodéchets, à titre d'exemple, des biodéchets, si on s'oriente vers ce type de flux, il faut prévoir des équipements particuliers pour répondre à la réglementation et aussi pour avoir un digestat de qualité, donc avec un hygiéniseur et un déconditionneur. Mais ces contraintes, ces technologies, elles ont un coût, donc c'est de mettre au regard l'ensemble de ces critères. Et puis, le dernier critère qui rentre dans l'équation, c'est les contraintes réglementaires. Parce que toutes les matières, notamment la réglementation sanitaire, impose un certain nombre de prescriptions à respecter vis-à-vis des matières d'origine animale. Donc, il y a évidemment ce raisonnement à prendre en compte quand on réfléchit son approvisionnement, et ensuite, en fonction de la matière, de la caractéristique de son approvisionnement, de sa composition, notamment cette en matière sèche, la granulométrie, on va choisir le procédé, enfin les équipements de pré-traitement qui conviennent, et puis aussi le procédé de méthanisation qui convient. Est-ce qu'on part plutôt sur une méthanisation en voie liquide, si on a majoritairement des flux qui sont avec une teneur en matière sèche de moins de 15%, et le cas échéant, est-ce qu'on privilégie plutôt une méthanisation en voie sèche, et quel type de méthanisation en voie sèche?
Donc on a une question concernant le suivi des approvisionnements, et en particulier les quantités de cultures énergétiques introduites. Concernant les approvisionnements, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, en effet, on a assez peu de données d'observation sur les unités en méthanisation, les unités de méthanisation, pardon. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment au niveau de l'Adréal. Il y a une réflexion qui est menée aussi au niveau de l'ADEME pour mettre en place une observation de ces approvisionnements, puisque c'est une donnée pour laquelle on va avoir besoin vraiment de détails, notamment avec le développement de la méthanisation, pour pas qu'il y ait concurrence entre les projets en particulier. Et concernant les quantités de cultures énergétiques introduites, eh ben, dans le plan d'approvisionnement des unités de méta, il doit y avoir des déclarations qui sont faites au niveau de l'Adréal notamment, et dans tous les cas, les surfaces de culture énergétique, elles sont suivies dans le cas de la PAC. Voilà, sur les intros, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, bonjour, j'ai une question sur les intrants. Oui. En fait, moi, j'ai pas mal travaillé sur la méthanisation et aussi sur la combustion de biomasse solide. Et par exemple, pour le bois, à partir de quand c'est plus intéressant de méthaniser du bois et pas de le brûler directement pour en produire de la chaleur ou du moins de l'énergie? Est-ce que ça dépend de son taux d'humidité? Est-ce que ça dépend pour le transport de la densité énergétique du biogaz par rapport au bois? À partir de quel moment on va choisir de le méthaniser ou bien de le brûler? Alors, par rapport pour répondre à cette question, la méthanisation, elle va s'adresser à des substrats organiques qu'on peut dégrader pour produire, qu'on peut dégrader pour produire du biogaz. Quand on a, comme le bois, une biomasse avec une composition et une teneur en lignine qui est très élevée, en fait, on n'a pas les bactéries qui sont en jeu dans la fermentation anaérobie, elles ne sont pas en capacité de pouvoir dégrader cette matière-là. Donc, en fait, en méthanisation, tout ce qui est vraiment très ligneux ne peut pas être méthanisé. Donc, pour le bois, la méthanisation n'est pas envisageable. La valorisation énergétique, ça reste la combustion. Notamment au niveau du bois, parce qu'on a de la lignine, et c'est la lignine qui séquestre le carbone et le rend inaccessible aux bactéries. Voilà. Donc, on peut peut-être, je pense que sauf s'il y a d'autres questions, enfin, n'hésitez pas hein, sur les cultures ou sur les intrants si vous avez d'autres questionnements. Sinon, on peut dérouler sur, alors pas forcément sur ça, mais sur la partie la valorisation du biogaz. On peut parler un petit peu des impacts, on en parlera après. Bah, allez-y, c'est ouvert en fait. Allez-y. Donc Claudine Joly pour le Crépan, FNE Normandie, donc c'est forcément la méthanisation dans nos associations, c'est quelque chose, c'est un sujet très très sensible avec des discussions au niveau national, hein, beaucoup. Avec des gens favorables dans la mesure où on est favorable aux énergies renouvelables, bien sûr, hein, on est anti-nucléaire basiquement, donc il faut bien des énergies renouvelables. Et puis des gens qui sur le terrain ont des expériences très désagréables hein, avec certains méthaniseurs, en particulier sur des problématiques d'odeur, hein, et puis qui voient des installations de dimensions très importantes, donc qui s'éloignent beaucoup de la dimension du méthaniseur à la ferme, donc avec cet aspect d'industrialisation du sujet, et donc avec beaucoup de cultures
c'est pour ça que je posais la question du suivi sur la concurrence alimentaire. C'est un sujet qui se pose. Et puis les sujets donc d'impact sur la qualité des sols, sur la qualité de l'air. Sur la qualité des sols, vous parliez de la lignine. Effectivement, dans les digestats derrière, on a essentiellement du carbone sous forme lignine. Donc, pour les sols, l'histoire de présence de carbone dégradable immédiatement pour faire fonctionner la faune du sol se pose réellement. On a eu des rencontres avec l'INRA qui nous garantit que le taux de carbone qui retourne au sol est à peu près le même. Puis il y a des publis pas mal là-dessus, que ce soit dans les digestats solides et puis dans du fumier ou dans du compost. Mais après, c'est le problème de cette qualité du carbone. Et là-dessus, on n'a pas de réponse. Quelle est la part habile encore disponible pour la faune du sol, la faune et la flore du sol? Et autre sujet sur la qualité de l'air avec les émissions d'ammoniac au moment de l'épandage. Et bon, je suis agricultrice moi-même. Je me pose la question quand même des agriculteurs qui, dans le cadre de contrats, fournissent donc des fumiers, des lisiers et récupèrent les digestats. Par rapport donc le sujet du carbone et le sujet de l'azote, parce qu'on se retrouve avec un digestat très liquide, très très riche en ammoniac, qui n'est pas forcément facile à gérer, qui est intéressant effectivement parce que il a pratiquement d'azote de synthèse, mais qui n'est pas facile, qu'il faut enfouir tout de suite, donc avec des matériels spécialisés sous peine sinon d'évaporation d'une grande partie de l'azote. Donc, du matériel spécialisé, des conditions d'épandage sont très particulières. Donc, voilà, des gens qui fournissent des matériaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser avec une forme d'azote et de carbone et un très bon retour au sol, qui se retrouvent avec des digestats qui ne sont pas faciles à utiliser, donc, et éventuellement des pertes d'azote en route. Donc, voilà, beaucoup de sujets, de questionnements à ça, qui fait qu'il y a des positions extrêmement variables d'une association à l'autre et beaucoup de craintes et de réticences. Donc, il y a tous les sujets d'acceptabilité des méthaniseurs. On a vu sortir un appel à projet, la ADEME, avec un cahier des charges beaucoup plus restrictif que ce qui était avant, qui nous convient davantage, mais encore faut-il que si effectivement il y a des financeurs qui viennent sur le terrain et qu'il n'y a plus besoin pratiquement de financement public, le cahier des charges ne s'applique plus vraiment. Donc voilà, vous vouliez des questions. Merci Madame Joly, parce que du coup vous nous brossez un bon panorama des questions qui sont quand même fréquemment posées. Donc moi du coup par rapport à ce que vous avez à vos questionnements, il y a une réponse qu'on peut, enfin, en tout cas, il y a plusieurs thèmes, mais il y a le risque odeur, il y a la qualité du digestat, il y a la qualité de l'air avec les émissions d'ammoniac au moment de l'épandage, mais vous n'en avez pas parlé, mais je pense aussi qu'il y a la question autour des fuites de biogaz dans l'atmosphère quand on exploite une installation. Donc, sur la première question autour des odeurs, on peut déjà répondre à cette première question. Il faut voir qu'en fait, ce n'est pas le procédé de méthanisation qui va générer des odeurs en lui-même. On est dans un milieu qui est aromatique. Ce sont vraiment les problématiques peuvent venir au niveau de la gestion des déchets qui vont être apportés sur le site de méthanisation, du fait de leur degré de fermentabilité. On parle surtout des biodéchets sous produits animaux, les tontes, ce qui va évoluer le plus rapidement. Et ça va être aussi associé à leurs conditions de transport et de stockage. Donc c'est là que le risque il va apparaître. Ce qu'il faut quand même déjà voir quand même dans le parc, c'est qu'on a quand même beaucoup de projets à la ferme agricole qui vont travailler sur des matières qui étaient déjà présentes sur les exploitations. Donc en fait, le fait de mettre en place une unité de méthanisation qui vont exploiter ces mêmes ressources ne va pas induire de risque de nuisance olfactive supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est pour une partie du parc.
Ensuite, au niveau du risque odorant, en fait, les odeurs, ça provient vraiment des matières, des molécules soufrées. Ce sont des molécules soufrées volatiles, ça provient de certaines protéines qui vont être riches en acides aminés soufrés. Et donc, c'est là qu'on va avoir des risques. Et donc, c'est vraiment l'aspect volatile qu'il va falloir pouvoir maîtriser. Le digestat, lui, par contre, ça va être une matière qui va être stable, qui va être désodorisée, puisqu'on va avoir détruit au préalable ces composés organiques volatiles qui vont être extraits en amont. Donc, en fait, par rapport à ce risque de nuisance odorante, il y a à la fois la maîtrise qu'on va pouvoir mettre en œuvre et ensuite la surveillance qu'il faudra assurer. Au niveau de la maîtrise, ça va se faire dans le cadre du fonctionnement de l'unité. Ça va être tout ce qui va être pris en compte des durées de stockage, de conservation des stocks. Si on a des matières qui sont fermentescibles, il va falloir restreindre au maximum les durées de stockage. Ça va être de gérer les approvisionnements par rapport aussi à ces stocks. Ensuite, ça va intervenir dans la conception de l'unité. Ça, c'est très important. En fait, ce problème-là, il doit être pris en compte dès le début. Si on a des matières fermentescibles, il va falloir prévoir des zones de dépotage qui vont être fermées. Ça va être de potentiellement capter et de traiter cet air glissé en mettant des filtres à charbon, des biofiltres. Pour le stockage de certaines matières, ça va être la mise en place de cubes hermétiques. Pour le stockage de digestat. On va aussi avoir des technologies de traitement des odeurs. Faut pas oublier qu'on a des moyens quand même de pouvoir traiter ces odeurs. Donc à partir du moment où on est capable de capter cet air glissé, on pourra mettre en place des filtres à charbon actifs ou des filtres biologiques. On a des laveurs actifs qui vont pouvoir permettre d'abattre les odeurs dans cet air glissé. Et ensuite, donc on a tout le procédé de surveillance. Et donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir réaliser un état olfactif initial avant la mise en place de l'unité de méthanisation. Et puis, ça, c'est une assurance tant pour les riverains que pour le porteur de projet. Et ensuite, c'est de contrôler de manière récurrente l'état olfactif pendant le fonctionnement de l'unité et potentiellement mettre des jurys de nez. Et lorsque c'est possible, essayer d'intégrer aussi des riverains dans ces jurys de nez pour essayer d'avoir ce suivi des odeurs sur le site. Ensuite, sur la question du digestat et de l'impact sur les sols et aussi sur l'air par l'utilisation d'un digestat qui a une teneur en azote minéral qui est plus élevée que, par exemple, un fumier. Donc ça, on va essayer d'y répondre sur la base de données qui existent et des données qui ont soit été issues d'essais de terrain, soit des essais en laboratoire. Quand on parle de digestat, il faut quand même avoir en tête qu'on est sur un fertilisant organique. Un fertilisant organique, il est caractérisé par une teneur en matière organique qui est à la fois qu'on peut décliner en deux catégories. Il y a une partie de la matière organique qui est stable et donc qui va permettre de participer à l'amélioration de la qualité du sol, au maintien de la fertilité du sol. Et donc cette fraction organique stable, c'est celle qui contient notamment la partie carbone organique. Et puis, on a une partie qui est matière organique qu'on caractérise de biodégradable et qui contient la fraction minérale des éléments fertilisants, par exemple l'azote, le phosphore, le potassium, et qui, eux, vont participer directement à alimenter la plante en éléments fertilisants et qui vont participer à sa croissance. Donc, quand on regarde le digestat, entre la caractérisation de la part de la matière organique biodégradable et celle qui est, on va dire, stable ou peu biodégradable, la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, donc ça c'est le graphique de gauche,
il y a une partie de la matière organique qui est biodégradable, qui est utilisée et qui est dégradée au cours du processus de méthanisation pour produire le biogaz. Ce qu'on constate, c'est que malgré tout, en fait, la partie qui est stable, qui est peu biodégradable, elle est peu attaquée du fait de la complexité d'aller chercher ce carbone, de la présence liée à la présence des lignes et d'une cellule plus complexe à dégrader. Donc, on va quand même, effectivement, il reste de la matière organique dans le digestat qui est produit, il reste du carbone organique dans le digestat, mais effectivement, il y a une partie de ce carbone organique qui a été dégradé pour produire du biogaz. On estime qu'il y a à peu près 50% du carbone organique qui a été dégradé. Quant à la partie biodégradable, la différence par rapport à ce qu'il y avait avant dans l'intrant, c'est qu'on va se retrouver avec des éléments fertilisants, notamment l'azote, d'ailleurs c'est essentiellement l'azote, qui se retrouve non plus sous forme organique, mais sous forme minérale. Et cette forme minérale, elle est d'un côté intéressante pour les plantes parce qu'on peut l'utiliser, elle peut être utilisée directement pour alimenter la plante, mais d'un autre côté, c'est là où il faut changer la manière de gérer ce digestat par rapport à un effluent brut. C'est que du fait de cette disponibilité immédiate, il faut que cet azote soit apporté au moment où la plante en a besoin, qu'il faut savoir aussi la quantité d'azote minéral qu'on a dans le digestat, ça veut dire connaître son produit et aussi connaître l'état du stock qu'il y a dans le sol. Pour l'azote et pour le potassium et le phosphore, la forme ne change pas. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que quand on parle de digestat, on a vu qu'il y a beaucoup d'intrants différents, que le digestat, on peut l'utiliser soit à l'état brut, soit sous forme, après séparation de phase avec la phase liquide, phase solide, et que selon la forme d'utilisation de ce digestat, la répartition des formes minérales, notamment, elle est variable. Donc, quand on parle de digestat, il faut que derrière, chacun ait bien en tête que c'est pas une matière qui est homogène, c'est vraiment un fertilisant organique qui va avoir une composition variable selon ce que l'on met dedans et selon le traitement qu'on fait de ce digestat. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on utilise cette matière comme fertilisant, eh ben, il faut pouvoir, pour pouvoir l'utiliser correctement et limiter les pertes, que ce soit dans le sol ou dans l'air, il faut ajuster l'apport aux besoins. Et ce besoin, il est défini par la connaissance du sol, la connaissance des besoins des plantes et par la connaissance de ce qu'on apporte. Et par rapport à l'émission d'ammoniac au moment de l'épandage, le fait que ça, c'est un vrai risque qu'il faut absolument prendre en compte. Parce que l'azote minéral, il a la capacité, entre guillemets, à se volatiliser dès qu'il est mis en contact avec de l'air. Et donc, il y a des conditions d'apport qu'il faut impérativement respecter. Et vous en avez évoqué une partie qui est d'utiliser un matériel qui soit adapté. Et donc, pour ça, si je ne me trompe pas, dans le nouveau cahier des charges pour les appels à projets ADEME, il y a des aides possibles à l'acquisition de ces matériel adapté. Et là, pour le coup, il faut, quand on apporte le digestat, il faut l'enfouir. Parce que on sait qu'il y a entre 35 et 100% de l'azote minéral qui peut être volatilisé quand c'est pas enfoui. Donc, c'est vraiment un risque à bien appréhender. Et puis, il faut aussi, bien sûr, apporter cet azote au moment où les conditions météo sont le plus favorables. Donc, il y a vraiment une prise en main, en tout cas, de ce nouveau fertilisant organique par celui qui va gérer le digestat. Mais ça, les agriculteurs qui utilisent ce digestat ont tout intérêt ils connaissent le besoin des plantes et ils ont tout intérêt à bien utiliser ce digestat parce que l'azote qui se volatilise dans l'air, c'est du potentiel fertilisant en moins pour les plantes.
Donc, du coup, c'est aussi des pertes de points de rendement si c'est pas utilisé pour les plantes, mais si c'est diffusé dans l'atmosphère. Et par rapport à la capacité du digestat à participer à la fertilité organique du sol, donc ça, on va regarder finalement la composition et la capacité de cette fraction organique stable à pouvoir participer à alimenter la structure physique du sol. Donc il y a un indicateur qui a un coefficient isounique qui permet de mesurer la capacité restante à se dégrader, à participer à alimenter la fertilité du sol. Et le digestat, donc ça c'est des travaux issus de l'INRA, montre que ce coefficient isounique pour un digestat, il est quasiment similaire à celui d'un fumier de bovin. Après, il sera jamais aussi élevé que pour un compost, qui est caractérisé en tant qu'amendement organique et non organique. Mais voilà, en tout cas, on sait que la partie qui n'a pas été dégradée, la partie de la matière organique qui n'a pas été dégradée dans le sol, elle a cette capacité à pouvoir renforcer la teneur en matière organique du sol. Qu'est-ce qu'on a oublié dans les fuites? Les fuites, voilà. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un point sur lequel on a peut-être pas répondu. Marie? Oui. Oui, Régis Chopin pour Lacran. Je reviens pas sur les questions posées par Madame Joly, mais en fait, pour les porteurs de projets, pour les agriculteurs, ils ont 3 bonnes conditions à trouver. Stocker du digestat, oui, c'est possible sur une durée courte, et dans ce cas-là, il faut couvrir pour éviter toutes les émanations d'ammoniac. Mais épandre le digestat, c'est soumis à 2 bonnes conditions sur lesquelles, là aussi, les agriculteurs doivent, je veux dire, réfléchir à l'avance et anticiper, c'est-à-dire épandre le digestat au moment des besoins de la plante, évidemment, et puis avoir les surfaces disponibles pour épandre, parce qu'on ne peut pas épandre. On ne peut pas épandre sur n'importe quelle culture à n'importe quel moment de l'année. Donc, avoir les surfaces épandables. Et voilà, ça, ces trois obligations-là font que les agriculteurs doivent trouver la bonne adéquation entre ces 3 impératifs. Merci, M. Chopin, pour ces compléments. Je peux reposer une petite précision dans la diapo de l'INRA que vous avez montré avec le retour au sol. On monte à peu près 20% de carbone biodégradable en retour au sol. Mais ça dépend beaucoup de ce qui est, oui, là-dedans, de ce qui est rentré, du temps de méthanisation, etc. Est-ce que, si vous voulez, si on avait une certitude à peu près là-dessus, mais en fait, quand on a une vraie une méthanisation bien prolongée, assez complète, on n'est pas du tout sûr qu'il reste autant de matière organique biodégradable. Si, enfin, je ne sais pas, c'est une moyenne. Oui, ça, c'est des résultats effectivement moyens, mais effectivement, selon ce qui rentre, parce que la part là de matière organique biodégradable dans l'intrant, elle est très variable selon le type de déchets de substrat qu'on va traiter. Elle va être plus importante, par exemple, pour des déchets type déchets alimentaires, et elle va être plus faible pour des déchets où on va avoir, par exemple, des fumiers pailleux. Par exemple, cette partie biodégradable, elle va être plus faible. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et puis ensuite, effectivement, selon le mode d'exploitation de l'installation, on va exploiter, on va dire, plus ou moins le potentiel méthanogène de la matière qui est traitée. Et le potentiel, en fait, il y a toujours une partie résiduelle de matière biodégradable qu'on n'aura pas traitée, parce que le temps de séjour, il serait
il serait forcément beaucoup trop long, en fait, pour dégrader complètement toute cette matière organique biodégradable. Donc, on en aura toujours. Après, la question, c'est, enfin, il faut bien l'avoir en tête, c'est que vraiment toute la matière organique n'est pas dégradée, quoi. Toute la matière organique qui est caractérisée de stable, elle reste présente dans le digestat final. Mais par contre, effectivement, faut quand même bien analyser ce digestat. Et ça, c'est peut-être aussi des pratiques à faire plus, en sachant que ces analyses de digestat, elles ont aussi un coût derrière. Mais après, c'est aussi, il faut avoir en tête que ces analyses, il faut qu'elles soient faites peut-être plus fréquemment au début d'exploitation. Et après, l'installation, elle n'a pas vocation à changer son plan d'approvisionnement tous les jours. La base pour qu'une installation de méthanisation fonctionne, c'est qu'on respecte globalement un approvisionnement qui soit une composition d'approvisionnement qui soit assez stable dans le temps. Donc, à partir du moment où on a un approvisionnement en composition qui est stable, il n'y a pas de raison que le digestat et qu'on a des conditions d'exploitation qui sont stables. C'est pareil, on va pas s'amuser à jouer sur le temps de séjour ou de manière, enfin, on va essayer de le maintenir le plus stable possible. Hein. On est quand même sur un processus biologique, donc il faut au maximum que les paramètres de dimensionnement ils soient respectés. Donc ce digestat, il va aussi peu fluctuer en termes de composition sur la durée de vie de l'installation. Donc, il faut vraiment bien faire ces analyses au début, quand on est en fonctionnement nominal. Excusez-moi, mais à la ferme, les intrants, ils vont être variables en fonction des saisons et des apports. Il y a un moment des récoltes où les cibles sont récoltables, il y a un moment où le maïs va être dédié et récoltable, etc. Donc, les apports, ils vont pas être les mêmes tout au long du fonctionnement du méthaniseur. Non, mais par contre, il y a effectivement des variations saisonnières. Après, la base, elle reste quand même sur la majorité du parc d'installation du parc des méthaniseurs. On est sur une base, malgré tout, qui reste effluent. Et après, par rapport au cible, il y a aussi la possibilité d'en enfiler une partie sur l'année pour pouvoir justement pallier à ces variations saisonnières et pouvoir avoir un approvisionnement qui soit stable. Donc, il y aura toujours une partie de l'approvisionnement qui sera sujet à des variations saisonnières, mais la base restera stable. Est-ce qu'on a une idée du taux de matière organique biodégradable qui doit rester présente pour que le sol fonctionne bien derrière? C'est surtout la partie qui est peu dégradable qu'il faut qu'il soit connu. Et ça, pour le coup, les essais, il y a des essais. Ça, pour l'instant, je peux pas. On n'a pas d'idée. Enfin, comment dire, il n'y a pas de. Oui, parce que la biodégradable, bon, c'est la lignine, elle se dégrade au moins 30 ans. C'est bien qu'il y ait de la lignine dans les sols, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Et donc, le problème, c'est de savoir justement si les arguments majeurs des gens qui disent que ça va tuer les sols, c'est le manque de matière organique biodégradable rapidement. Donc, savoir, j'entends bien, et j'ai déjà entendu qu'il en restait suffisamment, mais quel est le suffisamment? Est-ce qu'il y a moyen de faire des analyses pour dire j'en ai assez, à ce moment-là, il y en a assez? Et puis sinon, autre question, mais je sais pas, je veux pas non plus monopoliser la parole. On voit qu'il se dégage du CO2. Il y a certaines installations qui valorisent le CO2 dégagé. C'est loin d'être la majorité. On peut avoir des infos là-dessus? Alors, sur la première partie, par rapport à la quantité de matière organique, ce qui doit rester pour que ça puisse limiter ou contribuer en tout cas à l'enrichissement de la matière organique du sol, parce que c'est ça. Donc ça, il y a des essais qui sont, pour l'instant, c'est des essais en laboratoire qui sont menés notamment par l'INRAE pour mesurer la répétabilité des apports qu'il faut pour que le digestat participe à
à l'apport, ou en tout cas à la stabilisation, voire à l'enrichissement de la teneur en matière organique du sol. Et donc, je n'ai pas de seuil, en tout cas, à vous donner aujourd'hui pour vous dire qu'il faut tant de pourcentage de matière organique, soit peu dégradable ou peu dégradable, pour stabiliser la teneur en matière organique du sol. Ensuite, sur le CO2, il faut quand même bien avoir en tête que les émissions de CO2 qui vont être générées par les installations, et notamment quand on est en filière injection, où on concentre finalement, on retire la partie CO2 du biogaz pour la concentrer en méthane, ce carbone, ce CO2, ce dioxyde de carbone, il est d'origine biogénique. Donc c'est pas on ne vient pas enrichir la concentration en dioxyde de carbone qui est présente dans l'atmosphère, parce que on est sur un cycle, on est sur un cycle renouvelable. Donc, mais par contre, contrairement à des combustibles d'origine fossile, où là on va déstocker du carbone qui est emprisonné depuis des milliers d'années. Donc on n'est pas du tout sur le même type de cycle, en effet, comme disait Marie. Là, dans le cas de la méthanisation, on est sur un cycle court. On va émettre du CO2 au niveau de la méthanisation, mais après on va avoir des cultures ou de la matière organique qui va recapter ce CO2. Ce qu'il faut voir dans tous les cas, c'est qu'on a quand même une évolution réglementaire qui va arriver là au milieu de 2021, qui concerne la directive RED 2, qui vise en fait à qualifier un petit peu tout ce qu'on va nommer d'énergie renouvelable. C'est-à-dire il faut développer les énergies renouvelables, d'accord, mais quels sont les critères pour définir qu'une énergie est qualifiable de renouvelable? Donc ça, c'est l'objectif de la directive RED 2. La méthanisation va rentrer dans le cadre de cette directive. C'est en cours de transposition à l'échelle française. Et en fait, il faudra que la méthanisation puisse prouver que son bilan d'émissions de gaz à effet de serre est réduit par rapport à des références qui sont prises en compte dans cette directive. Donc voilà, il va y avoir un objectif de démonstration du caractère renouvelable. Donc ça va couvrir notamment les émissions de CO2. Mais c'est une manière un peu plus globale, puisque en effet, on va avoir des émissions de CO2 qui va se faire à l'épuration dans le cadre de l'injection, mais il faut prendre en compte tout le périmètre qui va graviter autour de la méthanisation, à savoir il va y avoir de la logistique qui va pouvoir aussi potentiellement émettre, on va avoir des fuites, mais il ne faut pas aussi omettre les gains qu'on va avoir par rapport à la production de biométhane, et puis aussi par rapport aux engrais. Donc voilà, si on met tout ça dans la balance, on s'aperçoit quand même qu'on est sur un bénéfice important de la méthanisation. Ça permet, en fait, quand on regarde les émissions qui sont induites par la méthanisation, ce que disait Benjamin, avec toute la chaîne de la collecte jusqu'au traitement et les émissions qui sont évitées, on est sur un bilan qui permet d'éviter des émissions de CO2. Alors après, avec un bilan qui est forcément plus favorable pour la partie injection que pour la partie cogénération. La différence, c'est que sur la cogénération, il y a un rendement déjà de transformation du biogaz en énergie qui est moins bon, et que par ailleurs, la chaleur qui est produite au niveau de la cogénération, elle est rarement bien valorisée et elle rentre du coup moins en substitution à des engrais, à des énergies fossiles. Donc là, voilà, ça c'est un exemple que vous avez sous les yeux de bilan des émissions de gaz à effet de serre sur la méthanisation pour des installations de méthanisation qui traitent des déchets alimentaires, mais ça c'est aussi un objectif du programme 2021-2023, c'est d'affiner justement les impacts d'émissions de la méthanisation. Et
Alors, du coup, peut-être avant. Ouais. Sur les fuites, oui. Je ne sais pas si on a quelque chose. Alors, parce que du coup, on parle d'émissions de CO2, on parle de gaz à effet de serre. On peut aussi parler, pour le coup, des fuites, puisque ça peut être une des critiques, des fuites de méthane, c'est une des critiques qui peut être portée à l'encontre de la méthanisation. Il y a déjà un postulat qu'il ne faut pas oublier, c'est que la production de méthane pour un exploitant d'unité de méthanisation, c'est ça qui va lui permettre de faire du chiffre d'affaires. Enfin, si on prend le point de vue purement économique, voilà. Donc lui, il n'a aucun intérêt à ce qu'il ait des pertes de biométhane sur son unité. Ensuite, il faut voir que ces fuites, en effet, il peut y en avoir un petit peu, mais on a deux évolutions qu'il faut prendre en compte. La première, c'est l'obligation dans la conception des unités de méthane de passer par des constructeurs qui sont labellisés Qualimétal. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a une professionnalisation de la filière qui se met en œuvre dans la conception des unités pour faire en sorte que ces risques de fuite soient limités au maximum. Et le deuxième point, c'est qu'on a une évolution aussi de la réglementation ICPE qui arrive et qui va concerner la méthanisation. Et cette évolution réglementaire d'ICPE va prendre en compte la mise en œuvre de contrôle de l'État, de contrôle beaucoup plus régulier des unités de méthane et notamment au niveau des fuites de biogaz. Donc voilà. On a quand même une accentuation du contrôle sur ce risque de fuite. Et peut-être avant de terminer la session, on avait une question par rapport à l'évolution réglementaire sur ce qu'on peut mettre dans un digesteur et le statut du digesteur. Donc, on va essayer de voir ça rapidement. Parce que là, c'est pareil, on a vu qu'il y a des évolutions réglementaires sur les CPE, sur la mise en place de la directive RED 2. Et il y a aussi une évolution réglementaire qui est en train de se faire sur l'utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture. Mais pour faire synthétique, on va dire que le digestat est considéré comme une matière fertilisante et que son utilisation, elle peut se faire de deux manières. Soit ce digestat, il est conforme à un cahier des charges qui s'appelle le cahier des charges d'IGAGRI, qui fixe et qui permet finalement, quand on répond à ce cahier des charges, d'utiliser le digestat en dehors on n'est pas obligé d'avoir un plan d'épandage. En fait, ça permet la sortie du statut de déchet. Donc ça, c'est entré en vigueur le 22 octobre 2020 et ce cahier des charges, pour pouvoir y prétendre, il faut répondre à des critères notamment d'intrants. On ne peut pas mettre tous les intrants, il faut respecter une liste positive. Il faut respecter des critères de technologie et bien sûr des critères derrière de qualité et de concentration, notamment en ETM, en éléments traces métalliques, en indésirable. Et si on ne répond pas à ce cahier des charges, dans ce cas-là, on reste sur un digestat qui est soumis à plan d'épandage. Et c'est là où la réglementation évolue, avec la mise en place d'un décret qu'on appelle socle commun et qui vise à harmoniser en fait toute la réglementation en lien avec la valorisation des matières fertilisantes et qui fait évoluer finalement qui redéfinit certains seuils, notamment que ce soit en éléments traces métalliques, composés organiques, pathogènes et indésirables. Et donc, comment savoir si on répond au cahier des charges ou si on rentre dans le plan d'épandage? Donc, ici, rapidement, pour pouvoir prétendre au cahier des charges d'IGAGRI, donc il y a une partie des prescriptions qui sont en lien avec les types d'intrants qu'on peut mettre dans le digestat.
Et donc, globalement, c'est tout, ça vise plutôt les digestats qui sont basés, qui sont issus plutôt des produits, des substrats d'origine agricole, donc des intrants agricoles, et auxquels on peut ajouter donc, des biodéchets mais uniquement végétaux, les bouts d'industrie agroalimentaire, des anciennes denrées alimentaires pour animaux. Donc, dans ce cas-là, on peut répondre au cahier des charges si on a aussi le respect des autres critères. Et par contre, quand on est sur un digestat qui comprend des bouts d'épuration urbaine, des biodéchets, et notamment les biodéchets, les déchets alimentaires des ménages, alors dans ce cas-là, on ne peut pas répondre au cahier des charges. On reste sur un digestat qui a le statut de déchet qui est soumis à plan d'épandage. Et juste pour que vous ayez aussi en tête l'évolution de la réglementation là, sur l'utilisation de ces matières fertilisantes, donc il y a des critères qui sont redéfinis, et notamment les critères d'efficacité agronomique, et qui, s'ils sont maintenus en l'état, par rapport aux analyses de digestat qui sont disponibles à ce jour, ils sont très pénalisants en fait pour le digestat, et il y a une partie des critères d'efficacité agronomique, notamment la teneur en azote, la part de minéral sur l'apport total, la teneur en matière organique, la teneur en matière sèche. Il y a une partie des digestats qui ne peuvent pas y répondre. Et du coup, si on ne peut pas répondre à ces critères, le digestat ne peut tout simplement pas retourner au sol. Et donc, si on ne peut pas faire retourner au sol ce digestat, les filières alternatives, il n'y en a pas 40, hein, c'est soit on fait de l'enfouissement, soit on fait de l'incinération. Donc, aujourd'hui, la filière est beaucoup mobilisée sur ce sujet-là, parce que il y a pas, en tout cas, c'est un enjeu important pour la filière, et en l'état, la réglementation telle qu'elle a été soumise à la consultation, elle est très floue et imprécise, et elle a manqué de concertation. Et donc, il y a toute une réflexion et des discussions qui sont en cours sur ce sujet-là. Donc, je ne sais pas si ça répondait à la question de la personne qui avait posé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous réinterroger là-dessus si ce n'est pas suffisant. Donc, il est 12h30. Normalement, il avait 1 heure. Donc, je pense que si le besoin s'en fait sentir, on peut réorganiser un webinaire, en tout cas sous des complémentaires, et pour répondre à une question qu'on n'aurait pas abordée aujourd'hui. Donc, je vous remercie en tout cas. Il reste 23 personnes sur les points de vue. Donc, du coup, je vous remercie pour votre participation à ces échanges, et on va vous souhaiter un bon appétit. Et je pense que la présentation pourra être diffusée derrière. On peut parler des thématiques qu'on avait pensées sur les déchets. Oui. On avait éventuellement proposé, on voulait proposer un prochain webinaire sur la thématique des biodéchets, en méthanisation notamment, parce qu'il s'avère que c'est une thématique qui est importante et assez complexe. Et donc, voilà, c'était de recevoir votre avis par rapport à ça, si c'était un sujet qui vous intéressait éventuellement. Oui, tout à fait. Ok. Oui, volontiers. Bon. Eh bien, bonne journée à tous et bon appétit. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à la deuxième rencontre de la méthanisation le 30 mars. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.